Jouer plusieurs personnages n'est pas quelque chose d'inconnu dans la sphère du jeu de rôle. C'est prévu dans les règles même de certains jeux de rôle, que ce soit sous la forme d'une compagnie où on va sélectionner ceux qui vont être incarnés, comme dans Ars Magica, ou sous celle d'un groupe plus grand que le nombre de joueurs et de joueuses. D'autres systèmes incitent fortement à créer plus de personnages au cas où l'un d'eux serait tué ou enfermé. On peut enfin aussi citer le cas des jeux de rôle solo, où il est prévu dans certains d'incarner plusieurs personnages tout au fil de l'histoire. En revanche, ce n'est pas très documenté, ni même exploré d'après les recherches que j'ai pu effectuer, dans le cadre d'une tablée et sous la forme d'une succession de personnages incarnés par chaque joueur ou joueuse, et ce, au sein d'une même session. Pourtant, dans d'autres médias narratifs, comme le genre du roman, cette ficelle est exploitée. En l'absence de définition nette, je vais introduire dans cette vidéo le terme de jeu de rôle choral, que je vais dans cet essai tout d'abord définir, puis explorer afin de répondre, entre autres, aux bases du comment créer un scénario choral, quel est le public cible, ainsi qu'aborder quels avantages et inconvénients il apporte par son simple format. Petit disclaimer que je me permets de faire, je ne suis absolument pas un expert en théorie rôliste, et à ce titre, peut-être que l'usage de certains termes que je vais employer va être quelque peu dévoyé. J'essaie de faire de mon mieux pour définir et traiter ce sujet, pour lequel j'ai peiné à trouver de la documentation, et que j'essaie d'explorer en ce moment. Si vous avez le moindre complément d'information, emparez-vous des espaces de discussion qui sont à votre disposition, je suis plus que preneur. Le jeu de rôle choral est une modalité, système agnostique, où les joueurs-joueuses vont expérimenter plusieurs points de vue à travers plusieurs personnages. À l'inverse des systèmes où il est prévu d'incarner tout un groupe, il y a ici une notion de succession. On va jouer un personnage, puis l'autre. J'emprunte ici un terme qui existe en littérature, où le roman choral désigne une œuvre polyphonique où on peut suivre une histoire par l'intermédiaire de plusieurs points de vue. Généralement, dans de tels ouvrages, chaque chapitre ou acte est distinguable du précédent par le changement de point de vue qui l'accompagne. La caméra ne change pas que de plan, elle change aussi d'épaule. Dans le contexte du jeu de rôle choral, ces changements de point de vue sont orchestrés par le meneur, la meneuse, et ne sont pas nécessairement liés à une contrainte à poser sur le personnage précédent. J'entends par là un décès ou un emprisonnement, mais bien plus à une rupture narrative. Comme il y a plusieurs personnages qui seront incarnés par chaque joueur et joueuse, il y a une nécessité de code clair introduisant une nouvelle partie. Il y a une nécessité de code clair introduisant cette nouvelle partie, ainsi que les personnages qui vont être joués au cours de celle-ci. Il est possible ici de dresser des parallèles avec une pièce de théâtre. On a une forme de segmentation en actes qui, rassemblés, sont cohérents narrativement et racontent une histoire. Une telle partie peut se dérouler avec une narration dite synchrone. Dans ce cas, on aura un saut entre des points de vue sur un même événement. Ou asynchrone, ou alors là, chaque changement de point de vue va aussi correspondre à un changement d'événement qu'on est en train de regarder, qui tous s'inscrivent tout de même dans une même histoire globale. Cet aspect temporel, il va avoir un impact sur le ressenti et le vécu de l'action. Et c'est ce qui va faire cette découpe en actes. Un acte, c'est un couple. Scène et personnage associés aux joueurs de la tablée. Les deux, ensemble, vont correspondre à un segment narratif. Ces changements de point de vue ont la nécessité de s'effectuer au cours d'une seule et même partie. Autrement, il s'agirait pas tant d'un scénario choral, mais plus d'une série de one-shots qui se suivraient les uns les autres. L'objectif de cette pratique est de présenter un éventail de perceptions, conceptions et réactions, afin d'étoffer d'une dimension plus humaine le récit. Au final, c'est une forme de construction d'omniscience par partie sur un même événement. Comme dans tout jeu de rôle, l'implication émotionnelle, tout comme le bleed, sont des éléments qui sont présents. Malgré que l'on incarne les personnages pour une durée déterminée, comme les laisser au seuil d'un acte ne veut pas dire qui elle meurt forcément, on est en droit, en possibilité, voire même peut-être en devoir, de s'y attacher. Un de mes joueurs m'a ainsi confié, je me suis moins identifié à certains cas d'autres parce que j'avais moins d'affinité, mais je voulais que tous et toutes aient une fin logique, et une bonne fin. Une question ouverte reste la nécessité ou non d'avoir un meneur ou une meneuse. En effet, on peut imaginer des méthodes par consensus pour décider de passer à la scène suivante. Toutefois, dans le cadre d'un récit à 4 mains, ou même plus, il peut être bien plus difficile d'assurer la cohérence du récit, et nécessiter du coup tant de discussions que ça peut ressembler beaucoup plus à un exercice d'acting qu'à du jeu de rôle stricto sensu. On peut tresser des liens, certes à un moindre degré, entre cette pratique et ce qu'on appelle les chaussettes. On parle de chaussettes lorsqu'on est dans une situation où un joueur, une joueuse, va s'approprier les actions, les pensées, les émotions de deux personnages qui sont face à face. Et également avec la narration partagée. En revanche, le jeu de rôle choral tel que décrit dans cette définition ne place pas les joueuses ni en position de meneur-meneuse, ni d'omniscience complète, mais simplement en tant qu'acteur et actrice, avec une personne qui dirige la partie, et ce, au final, à la manière d'un jeu de rôle traditionnel. Le tout s'en éloignant un petit peu pour s'accaparer des caractéristiques propres au théâtre d'improvisation. Multiplicité des rôles, temps court d'interprétation par exemple. Et le tout conservant une trame narrative forte qui est le squelette de la partie. Il y a deux modalités temporelles que je range à l'intérieur du jeu de rôle choral. Tout d'abord, la version synchrone. Dans cette version, les scènes elles vont être
entrecroisés et vont être différentes versions d'un même ou presque segment narratif. Soit ceux-ci sont narrés en parallèle par rebond, auquel cas on avancera un petit peu sur l'histoire d'un personnage A, puis d'un personnage B, puis d'un personnage C, et on reviendra au A, puis au C, puis au B, etc. etc. Un des désavantages phares, c'est qu'il va y avoir un gros temps consacré à l'exposition, tant des personnages que des scènes, qui sera condensé sur un tout petit espace de temps en début de partie. Et clairement, c'est quelque chose qui peut désintéresser ou décourager. Toutefois, dans des scènes qui sont vraiment très intriquées, ça va vous permettre de sauter de l'un à l'autre dès qu'il y en aura besoin pour l'action. Sinon, ils peuvent être narrés les uns après les autres. Dans ce cas-là, en dépit de la simultanéité, presque encore une fois, des événements qui se déroulent, on va finir une scène avec un groupe de personnages avant d'entamer la suivante. Et c'est un groupe que l'on reverra plus forcément par la suite. Un des désavantages, c'est qu'à contrario de la méthode précédente, on n'a pas de vision sur ce que les joueurs-joueuses vont faire comme action au cours de chacun des segments. Ça peut donc introduire des incohérences ou alors forcer de l'improvisation dans des cadres très restreints. En revanche, ça permet vraiment de répartir de manière plus équitable les temps liés à l'exposition. La deuxième modalité, elle, est asynchrone. Dans cette seconde version, les événements sont comptés en une suite de segments narratifs distincts, se basant les uns sur les autres. Ceux-ci peuvent être séparés par des ellipses et il est également possible de faire appel à des flashbacks. On a ici une construction qui va être bien plus semblable à celle d'une pièce de théâtre ou d'un scénario arborescent classique, car on a là la présence d'actes distincts. La spécificité réside dans le choix, à chaque segment narratif, de la perspective la plus intéressante narrativement parlant pour raconter l'histoire et enrichir le plus possible la compréhension de celle-ci. Bien évidemment, ces deux catégories, et toutes les sous-catégories développées ici ou non qu'elles contiennent, sont poreuses et peuvent s'emprunter diverses propriétés. Mais chacune apporte ses challenges et ses effets narratifs, et le choix sera dirigé par l'histoire à raconter, de manière à faire vivre et ne pas dire au maximum. Maintenant, comment écrire un scénario choral ? Comme pour tout scénario, il va exister pléthore de méthodes. Toutefois, à partir d'une timeline des événements, ça peut être une bonne base. En plaçant les événements dans l'ordre, on peut distinguer plus facilement ce qui va former le corps des actes. Ça permet de voir aussi où sont localisées les transitions, rupture narrative et fin de scène. Sur cette timeline, on y place les enchaînements de péripéties de cette histoire que l'on cherche à raconter. Un rite, un voyage, une bataille. À noter que les transitions d'actes nous permettent assez facilement de cacher des ellipses. Dans le cas d'un voyage, on pourrait très bien faire jouer d'abord les voyageurs, puis faire jouer les bandits qui embusquent la caravane, mais événements qui, au sein du jeu, se passeraient bien plus tard. Il peut être aussi indiqué, dans le cadre d'un scénario choral, de préparer tous les personnages en tant que pré-tirés. Cela permet d'assurer leur implication dans l'histoire et d'en maîtriser la substantifique moelle. Ça va permettre au meneur, à la meneuse, de le décrire rapidement, parce qu'il en maîtrise chacun des aspects. Et ainsi, du coup, ça réduit le temps nécessaire à l'exposition. Pour contrebalancer cet effet, inclure des dynamiques provenant du domaine de la narration partagée peut permettre de rééquilibrer les dynamiques de la table, avec une meneur-meneuse qui se place en retrait, en offrant par exemple un cadre au sein duquel les seuls personnages présents sont ceux des joueurs et joueuses, soit où ils pilotent également les alliés de ceux-ci, sont des options assez faciles à mettre en place. Le principe de Zeg, postulant qu'il est ennuyeux de jouer un personnage et sa propre adversité, n'a pas cours ici, parce que on a la présence tierce d'un meneur, d'une meneuse, qui peut, si cela est nécessaire pour l'histoire, ajouter cette adversité. Il est bien sûr possible de demander aux joueurs, joueuses de créer eux-mêmes leurs personnages pour de tels scénarios. Ce toujours dans ce même objectif de diminuer le temps nécessaire à l'exposition. Plutôt en réalité dans ce cas-là, de le déposer sur les épaules de quelqu'un d'autre, les joueurs-joueuses. Dans ce cas-là, il faudra vraiment réfléchir à la granularité des détails qu'on attend, assez faible en réalité, et offrir des éléments de contexte suffisamment larges pour ne pas annoncer l'intrigue et ses enjeux avant que celle-ci ne se déroule. On peut également imaginer créer quelques pré-tirés et les intercaler avec les personnages construits par les joueurs et joueuses. Là où une campagne va possiblement avoir pour objectif d'être arborescente, dans le but d'apporter une diversité des sujets traités, le jeu de rôle choral va chercher, lui, à avoir une unique trame autour duquel va s'enrouler l'histoire. Car il tire sa richesse non pas des situations, mais des multiples points de vue qui sont braqués sur celle-ci. Multiplier les trames secondaires, à ce titre, risque d'ajouter une couche de complexité importante sur une histoire déjà découpée en actes, et pourrait rendre la construction du scénario encore plus difficile. Il est envisageable d'utiliser une structure dite classique, en 3 actes, d'une pièce de théâtre, possiblement en lui offrant quelques variations. Ajout d'un prologue et d'un épilogue, quelques sauts rapides entre des personnages au sein d'une même scène afin de faire monter la tension dramatique, etc., etc. Le cœur de tout scénario de ce type doit résider dans le fait que les éléments décrits dans les actes précédant le dernier amènent irrémédiablement à celui-ci, que ce soit en respectant le principe du fusil de Tchekhov, ou dans une volonté de révélation finale. Dans les deux cas, l'objectif du dernier acte est de montrer les connexions entre éléments d'histoire passée, présenter l'impact des choix
des joueurs et joueuses, tout en apportant une conclusion au récit. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un jeu de rôle choral et qu'on a vu un petit peu quelques grands traits pour en créer un, on va s'intéresser aux aspects pratiques de sa mise en place. Déjà, une première question qu'on peut se poser, c'est quel système est-ce qu'on utilise? En théorie, je dirais que tous les systèmes conviennent, mais le plus les règles adjointes aux personnages sont simples, peu de caractéristiques, de compétences à connaître, etc., etc., le plus fluide la transition entre les actes se fera. Si la transition entre personnages nécessite tout le réapprentissage d'un panel de caractéristiques, de sorts, plutôt que de faire appel à des actions génériques issues d'un archétype, ça va être une entrave à la narration. Le système le plus connu de votre tablé peut faire l'affaire, même s'il s'avère qu'il a une grande complexité, sous condition qu'il ne soit pas une entrave temporelle. Autrement dit, l'absence d'une nécessité de repréciser les règles, ce qui briserait le flow. Le temps dans une partie chorale est vraiment l'un des plus gros challenges, et donner le rythme y est complexe. Par essence, comme un temps plus long va être consacré à l'exposition que dans des scénarios plus classiques, il faut que les actes ne soient pas trop courts pour laisser l'espace aux joueurs et joueuses de s'attacher aux personnages, et en même temps qu'ils ne soient pas écrasés par une sorte d'aspect filmographique que ce genre de scénario peut donner. Premièrement, va falloir réfléchir au nombre de groupes distincts. Chaque groupe va correspondre à une scène d'exposition, parce qu'il va falloir expliquer ce que sont les personnages. Et ce, que ce soit par les joueurs, joueuses ou la meneur, meneuse. En plus des personnages, il faut présenter l'univers dans lequel ils évoluent. À chaque changement de personnage incarné, il faut marquer cette transition. Un personnage différent, c'est une vision du monde différente. Les traits de personnalité doivent être clairs, explicites et jouables. On doit pouvoir les voir en action, afin qu'en dépit du faible temps qu'on a pour s'approprier un personnage, les premières actions que l'on va avoir avec lui soient organiques et en phase avec le concept que ce personnage représente au sein du scénario. Réfléchir les articulations et les transitions et voir comment mettre en pratique le changement d'acte sont aussi des clés. Le plus elles seront claires, le plus fluide l'enchaînement se fera. Mais il faut aussi en même temps que ce soit fait de manière organique, pas qu'on ressente une coupure trop brutale. Aussi, pour ça, préparer des paragraphes de transition, quitte à les écrire, peut être une bonne stratégie. Ensuite, trouver tous les moyens de contenir la part présentée par le ou la meneuse, meneur, au profit d'espace pour les joueuses pour s'exprimer, et de s'approprier les scènes. Ce ratio entre exposition et action, il est primordial pour rester dans un cadre où le rôle va être joué et pas subi. Déléguer tout ce qu'on peut dans la narration, c'est une bonne piste, peut aider à établir un équilibre, car offrir une casquette de conteur-conteuse temporairement, c'est offrir l'opportunité de s'impliquer plus avant dans les conséquences narratives des actions qui, elles, formulent en réponse au cadre. Et enfin, il faut réfléchir l'équilibrage temporel des actes. Les durées n'ont pas à être équivalentes pour toutes les scènes, et on doit pouvoir passer un peu librement de l'une à l'autre si les joueurs-joueuses ne voient plus ce qu'ils peuvent faire dans l'une d'entre elles. Ce, afin d'abréger, encore une fois, une espèce d'effet cinématique, où juste on va avoir le meneur, la meneuse qui va faire plein de descriptions pour essayer de relancer, qui pourrait se mettre en place. Le jeu de rôle choral, c'est une grande balance entre des contraintes d'un côté et des libertés de l'autre. Comme il s'agit d'une expérience en plusieurs actes, la pression à garder la cohérence scénaristique, elle est assez grosse. Elle peut inciter à proposer des scénarios très linéaires, mais tout est bon tant qu'elle ne donne pas l'impression d'être une immense cinématique dans lesquelles vos joueurs ne sont que des spectateurs. En effet, l'écriture ne doit pas, au grand jamais, retirer un degré de liberté aux joueurs et joueuses autour de la table. Côté meneur-meneuse, durant la partie, il convient de bien faire garde à ne pas absorber toute la place, et créer des scènes qui libèrent cet espace. J'insiste dessus, mais n'hésitez pas à leur faire prendre des libertés sur des actions, tant que celle-ci reste cohérente. Et même de montrer, de manière presque caricaturale, en quoi les actions qu'ils ont eues dans les actes précédents ont des implications maintenant. Dans le siège d'une cité, Yel arrive à sauver une personne des décombres. Bravo à eux. Et bien, dans l'acte suivant, faites en sorte que les personnages joueurs et joueuses voient ce rescapé en train de s'enfuir de la cité d'une manière ou d'une autre. Ça leur donnera un témoin direct de leur bonne action précédente et ça montrera vraiment que leurs choix ont de l'impact. Pour toutes les expériences qui sortent un petit peu du cadre du jeu de rôle standard, on peut se poser la question de pour quel public est-ce que c'est. Pour moi, cette variante, elle s'applique vraiment à un public qui apprécie les expériences narratives. Comme le temps d'incarnation de chaque personnage, il va être court, et qu'il faut quand même avoir une certaine flexibilité pour passer d'un rôle à l'autre comme on change de chemise, on peut penser que ce soit réservé un petit peu plus à des joueurs-joueuses avertis. Quitter un personnage peut être peu agréable, et il faut prendre garde à ce que ce ne soit pas trop brutal. Côté meneur-meneuse, je conseillerais d'avoir une grande flexibilité. Capacité d'improvisation correcte, ce afin de pouvoir adapter une trame qui est interconnectée à des décisions qui vont être prises à la volée. Il y a là concrètement des principes communs avec la gestion de scénarios en parallèle, où on aurait plusieurs groupes de joueurs-joueuses qui vivent des événements en parallèle, mais dont les parties seraient générées en asynchrone par une unique meneur-meneuse. Cette modalité peut s'avérer utile aussi pour la découverte d'un univers. Ça permet d'offrir de belles vitrines sans rentrer dans du pur lore dump. L'existence de multiples scènes, qui peuvent se dérouler dans des environnements très différents, permet de présenter un panel de la richesse
folkloristique, qui nécessite toutefois de rester en surface, mais qui est donc très indiqué pour présenter un ensemble de cultures, de coutumes et de peuplades. Par ailleurs, ça peut permettre, si le scénario est écrit ainsi, de sortir d'un trope manichéen, où ceux qu'on joue, c'est soit les gentils, soit les méchants, et puis ceux qui seront en face, c'est soit les méchants, soit les gentils, parce qu'on peut montrer les raisons des actes en laissant la morale tranchée à l'issue de l'expérience, plutôt qu'en la présentant comme une dynamique de rattache à un camp. Bien évidemment, il est fondamental de communiquer avec vos joueurs-joueuses que vous envisagez de faire ce style de partie. Faire comprendre qu'ils et elles ont de l'espace pour réaliser des choix, et que les histoires sont interconnectées. On notera aussi l'importance d'un débriefing en fin de partie, au moins dans les premières itérations que vous faites avec votre groupe, pour lever le voile sur l'impact réel qu'ils ont eu sur le scénario, parce que c'est des scénarios qui peuvent paraître très dirigistes, et on peut se dire qu'en fait, on n'aurait pas été là, ça n'aurait pas changé grand-chose. Enfin, une remarque quant à la taille du groupe, le plus petit il est, le plus fluide les transitions entre actes se feront. Ça fonctionne même assez bien pour des parties avec un seul joueur-joueuse et une seule meneur-meneuse. Cette modalité se place donc en bonne alternative pour des parties à petit comité à une séance classique. Sa structure peut venir en aide au rythme, car on peut se réserver la possibilité de faire des transitions d'actes lorsque les personnages joueurs n'ont plus d'idée de comment faire évoluer la situation. Par cet essai, j'ai voulu essayer de poser une définition à une modalité de jeu de rôle que j'explore depuis un petit moment déjà. Qu'en plus de ça, j'aimerais développer à l'avenir. Je pense que le jeu de rôle choral est une modalité qui a été explorée à de nombreuses tablées, mais dont la pratique n'a pas forcément été retenue ni théorisée. J'ai tenté de chercher tant du côté anglophone que francophone, et je n'ai trouvé que des références à des mouvances approchantes, c'est ce qui a motivé du coup mon travail. Le jeu de rôle choral est un outil, fondamentalement ni bon ni mauvais, qui offre la possibilité d'un traitement alternatif de la narration au sein de jeux de rôle. J'aimerais attirer l'attention sur cette pratique, qui peut, je pense, trouver sa niche au sein de la branche narrative et offrir des expériences vraiment rafraîchissantes. Tant côté joueur-joueuse en permettant de s'essayer à l'incarnation de personnages très distincts, que côté meneur-meneuse en offrant un cadre de narration partagé assez différent des scénarios linéaires et arborescents qu'on peut avoir l'habitude. J'espère que vous ferez pousser de belles choses sur ce terreau fertile et je vous souhaite de magnifiques expérimentations.